Eh bien, merci à vous deux d'avoir accepté de discuter avec moi. J'étais très heureuse d'avoir vos retours puisque je trouve que le sujet aujourd'hui, c'est un sujet intéressant et important à discuter puisqu'on va parler autour du thème dessinateur de presse. Est-ce un métier à risque ? Donc, ouais. Difficile de dire non. Mais déjà, on va aborder le sujet un peu plus en détail, mais déjà pour commencer, j'aurais souhaité savoir comment est-ce que vous êtes arrivés, vous deux, dans le monde du dessin de presse et du dessin en général. Non, je t'en prie. Alors moi je suis dessinateur de presse, donc je suis CAC, Oui. dessinateur de presse, président d'une association qui s'appelle Cartooning for Peace, dont on parlera tout à l'heure, qui a été créée par Plantu. Je suis arrivé au dessin de presse comme activité principale seulement il y a maintenant 11 ans, en 2014. Auparavant, je faisais ça comme activité secondaire pour un hebdomadaire, une fois par semaine, mais j'avais un autre métier, je travaillais dans les associations dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Et comment j'y suis venu alors au plan du goût personnel, depuis tout petit à la maison, mon père était un homme politique. À la maison, il y avait beaucoup de journaux, beaucoup de médias. Et comme tous les gamins dans ces cas-là, je lisais pas les articles, je regardais les dessins, évidemment. Donc j'ai grandi avec les Cabu, Plantu, Faisan, tous ceux de ma génération quand j'étais enfant. Ça remonte un petit peu. Et au niveau professionnel, j'y suis venu parce qu'il y a un quotidien qui a été créé, qui s'appelle L'Opinion, en 2013. Ils ont voulu en avoir un dessinateur sur la une. Ils ont fait un concours public que j'ai gagné. Et je me suis retrouvé donc, du jour au lendemain à changer de carrière complètement pour devenir dessinateur à plein temps. Donc c'est à moi là. C'est à toi. D'accord. Bah, moi en fait, moi j'ai commencé. Moi c'est un peu particulier, c'est un peu autre chose. J'ai commencé à être dessinateur d'humour depuis que je suis gamin, je dessine. J'ai fait pas mal de trucs artistiques, j'étais photographe professionnel, j'ai fait des tas de choses. Et j'avais laissé mis en stand-by tout ça jusque dans les années 2000. Mais j'avais commencé à mettre mes premiers dessins en ligne. J'étais un des premiers dessinateurs sur le web en 96. Il n'y a personne qui faisait de site internet, il y avait déjà moi. Quoi. Donc, comme j'étais un vieux geek déjà à l'époque, voilà, c'est un peu comme ça. Moi j'ai commencé à mettre mes dessins. J'ai commencé à faire des interviews dans les magazines de l'époque. Il y avait plein de magazines internet, genre Écho du village ou des choses comme ça. Que, bon, ça vous dit rien, mais à l'époque c'était le monde francophone qui s'est ouvert à l'internet. J'ai eu des interviews, donc ça m'a ouvert un peu des portes. Il y a d'autres copains dessinateurs on a commencé à se côtoyer, à monter des réseaux de salons, de choses comme ça. J'avais pas encore de finalité totalement professionnelle, c'était bien avant 2000. Hein. Donc après j'ai commencé à en faire de plus en plus et puis là j'ai investi moi tous les sites de dessin de presse de l'époque en ligne où en fait c'était pas vraiment extrêmement professionnel, ça c'était rigoler.com, enfin des choses comme ça où j'étais un peu partie prenante. Il y avait News Matin, enfin il y avait des trucs qui sont disparus du tout. Il y avait mais c'était un début quoi. Et de là, je suis arrivé je me rappelle à Saint-Just-le-Martel pour la première fois en tant qu'invité. Quand j'ai décidé de devenir plus ou moins professionnel, mais dans du dessin d'humour à l'époque, en 2003. C'est là que j'ai rencontré aussi mon collègue de l'Ambre, à qui je suis devenu très copain depuis 20 ans qu'on travaille ensemble. Quoi. Qui était aussi nordiste comme moi, parce que j'ai oublié de le dire, je suis un dessinateur de Lille, hein, je suis un ch'ti, donc, et je viens donc à Saint-Just-Martel depuis super longtemps, quoi, et j'adore. De fil en aiguille, il s'est passé plein de choses, donc du dessin d'humour au dessin de presse, il n'y avait pas très loin, donc et dès que j'ai eu des opportunités de pouvoir passer des dessins de presse vraiment dans la presse, moi ça fait une dizaine d'années que je passe un dessin par semaine, par exemple avec de l'Ambre, dans le journal de la Corse, dans un strip où il y a 2 dessins de l'Ambre et le 3e c'est Tim. Bon, déjà avoir un dessin par semaine dans un journal en France, c'est déjà pas mal parce que les portes ça deviennent très petites. C'est plus une question de savoir si t'es bon, si t'es pas bon, c'est simplement qu'il n'y a plus assez de journaux. Donc il y a encore des dessinateurs, mais de moins en moins forcément, puisque pour en vue c'est très difficile.
Comme mon collègue, j'ai 2 parcours professionnels différents. Hein. J'ai un autre métier très sérieux depuis toujours. J'ai toujours eu 2 métiers, moi, donc, et je continue. Et là, heureusement, je serai bientôt en retraite dans pas longtemps. Donc l'année prochaine, je serai en retraite, donc je vais pouvoir m'investir totalement dans mon activité que je préfère. Il faut être honnête. Dans le dessin. Je préfère le dessin, puisque moi, je suis responsable financier d'une grosse boîte d'import-export de porcelaine, mais pas à Limoges, à Lille. Bizarre, c'est une coïncidence, mais ça n'a rien à voir avec voilà. Et puis voilà, donc depuis pas mal d'années, je participe à plein. Et je suis aussi l'ancien trésorier de France Cartoon. D'ailleurs, je vais reprendre certainement des fonctions au bureau dans pas longtemps. J'avais arrêté il y a 3-4 ans pour des raisons personnelles. Et je vais reprendre certainement des fonctions lors de la prochaine assemblée. Voilà. Très bien, très intéressant comme parcours. Du coup, vous qui baignez tous les deux dedans, comment est-ce que vous décririez vos missions en tant que dessinateur? Qu'est-ce qui est le plus important dans les missions? Je ne sais pas si les dessinateurs de presse se sont investis d'une mission. Il y a plein, d'abord, comme dans tous les métiers, vous avez des tas de personnalités différentes qui sont arrivées au métier de façon différente. Une des choses que vient de dire Tim qui me semble importante, c'est qu'il y a beaucoup de consoeurs et de confrères qui en fait ont un autre métier à côté, parce que c'est difficile de vivre. Moi, c'est mon cas, je vis à 100% du dessin de presse, mais c'est très difficile. Il y a très peu de places où on arrive à avoir suffisamment de dessins publiés pour pouvoir vivre uniquement de ça. Et je pense que la plupart d'entre eux et d'entre elles le font pour des raisons qui leur appartiennent. Certes, parfois on essaie de nous définir, un dessinateur de presse ça sert à ça. Moi j'aime pas trop les cases. Ce qui est bizarre pour un dessinateur, vous allez me dire, j'aime pas trop mettre les gens dans des cases, donc je pense qu'on le fait tous pour des raisons différentes. Mais si je devais dire le point commun qu'on a tous, à mon avis, c'est que on donne notre opinion à un moment donné, sur un sujet donné, sous forme, souvent humoristique, en tout cas sous forme graphique. Notre métier à nous, pour moi, c'est le partage des opinions. Pour moi, un dessin de presse, en fait, c'est une invitation à débattre. C'est quelqu'un qui vous dit, tiens, ça, moi, je le vois comme ça. Souvent, ça décale, ça permet de regarder ça sous un autre angle. Ou alors ça gêne, ça gratte un petit peu. Il y a un côté poil à gratter dans le dessin de presse, par moment. Et pour moi, c'est exactement ça, le dessin de presse. C'est une invitation à débattre. On dit au public, parce qu'évidemment, on s'adresse à quelqu'un, un public donné, qui depuis l'ère numérique, a considérablement évolué, on en parlera. Et quelque part on attend presque une réponse. On dit voilà moi ce que je pense, et à partir de là parlons-en, vous pensez pareil, vous pensez pas pareil, vous réagissez comment, vous réagissez en dessin, vous réagissez en commentaire, moi c'est ça le dessin de presse. Est-ce que vous auriez une définition similaire, peut-être un peu différente? Disons que on pourra commencer déjà les libertés d'expression. Je pense qu'on est encore un des derniers représentants d'un espèce de médias qui permet de parler, d'avoir une parole un petit peu libre, qui se perd beaucoup, il faut être honnête, parce qu'on est quand même de plus en plus cloisonné, le moindre truc. Il y a beaucoup de gens qui vont aussi mal prendre un dessin, ou simplement parce que ils le lisent, je me dis souvent volontairement mal, parce que ça les arrange de monter en épingle un point de détail en fait que le dessinateur n'a pas forcément voulu quoi. On cherche pas forcément à choquer, hein. Notre but c'est pas de choquer non, moi personnellement quand je fais un dessin de presse, j'ai une actualité, j'ai vu un truc qui me fait tilt. Je dis je vais en parler, mais je vais essayer de le transformer en quelque chose de un petit peu plus fun que juste le commenter quoi, hein. Donc ou alors c'est juste je me dis mon dessin il va être une entrée en matière un peu humoristique pour donner envie de lire le texte qu'il y a en dessous, le travail du journaliste avec qui on travaille. C'est comme ça que je vois, puis c'est surtout de s'exprimer. Et souvent, moi, je suis plutôt dans la bonhomie, je fais des choses suffisamment rondes. Ça m'empêche pas de. Mon but, c'est pas de choquer forcément, hein, j'ai une idée, je vais l'exprimer, et je veux l'exprimer de façon assez fun pour que tout le monde peut le lire, mais que l'information le passe. Donc en fait, j'ai une idée à passer. C'est ça le but d'un dessinateur de presse. Et j'essaie de moi d'être neutre. C'est-à-dire que
je ne vais pas forcément mettre mon expression personnelle. Je peux très bien faire un dessin qui ne sera pas forcément ce que moi je pense en tant que citoyen ou n'importe quoi. J'ai juste une information à faire passer, je vais l'illustrer à ma façon avec la pointe d'humour. Et personnellement, j'essaie d'être neutre. Ça, c'est ma façon d'être, mais bon, ça c'est... Chacun fait comme il veut. Hein. Et quand on y pense d'ailleurs, parce que les dessins de presse ont provoqué beaucoup de polémiques, notamment les dernières années, mais si on prend un tout petit peu de recul, on a donc affaire à des individus qui ont envie de parler de leur vision du monde, dessinatrices, dessinateurs, et qui pour le faire décident de s'asseoir silencieusement à une table, de prendre un crayon et un papier et de tracer un dessin. Dans le genre démarche pacifique, c'est difficile de faire plus pacifique. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, c'est pas vrai, parce qu'un message a toujours un contenu et un contenu. Oui, mais notre façon à nous, elle est anti-violente par essence. C'est-à-dire que notre façon à nous de le faire, c'est silencieusement sur une feuille de papier de tracer des lignes qui produisent un contenu et de les proposer en partage. Donc c'est pour ça que souvent quand on dit ouais les dessinateurs de presse cherchent à foutre la merde, je dis pardon, mais je connais beaucoup d'autres formes d'expression, et je suis pour la liberté d'expression évidemment, mais je connais beaucoup d'autres formes qui sont beaucoup plus agressives que juste de tracer quelques lignes sur une feuille de papier, il me semble. Oui, oui, ça c'est vrai, je suis d'accord. Et vous parliez de papier, de différents moyens de transmettre vos idées. Donc vous avez tous les deux publié dans des presses écrites, vous utilisez aussi des blogs personnels, les réseaux Facebook, sociaux. etc. Vous avez publié aussi on fait ouvrages. On fait des bouquins aussi. Est-ce qu'il y a des moyens d'expression qui sont... quelles sont les différences principales entre ces moyens d'expression? Est-ce qu'il y en a que vous privilégiez? Est-ce qu'il y en a au contraire que vous n'utilisez pas du tout ou que vous n'appréciez pas? Moi je veux dire, c'est pas ma génération, moi les trucs TikTok, tout ça, c'est pas vraiment mon truc, ça faut être clair. Là, je ne me verrai jamais. Instagram, j'aime pas spécialement. Un peu Facebook, mais alors parce que je trouve que c'est un média qui marche pas trop mal, qui peut être pratique. Puis bon, il y a quand même possibilité de discuter avec des gens. Moi ça va, j'ai un Facebook où ça, c'est pas la guerre. Hein. J'ai rarement des trucs très virulents contre moi. Donc le jour où ça devient l'anarchie, bon j'arrête. Hein. Mais jusque maintenant c'est un truc qui me permet d'avoir des tas de gens qui me suivent depuis des années. Alors que je suis pas forcément le dessinateur le plus médiatique français, hein, faut être honnête. J'ai juste mon petit précaré et ça me suffit personnellement. Hein. Moi c'est les éditions, j'admire tout seul, ça veut dire ce que ça veut dire. Je préfère faire mes bouquins tout seul, je veux pas d'éditeur, etc. Donc, et comme je suis maquettiste, je fais tout seul. Donc ça me permet d'être totalement indépendant et de pas d'avoir de cloisonnement, d'obligation de quelqu'un d'autre qui me dit oh, tu fais comme ça, voilà, je fais comme je veux. Quoi. Ouais. Très bien. Donc les dessins que je fais moi sont destinés à des médias. Oui. Du coup, la présence sur les autres supports que ces médias eux-mêmes, qui ont donc déjà leur version papier quand ils existent en papier et leur site internet, et leurs propres réseaux sociaux. Donc la façon dont moi ensuite je vais essayer de donner plus de vie au dessin dépend complètement de la stratégie du média en question. C'est-à-dire, j'ai tous les cas de figure, pourtant je travaille que pour 4 médias, donc c'est pas non plus bien, mais j'ai tous les cas de figure, j'ai le cas de figure de l'Opinion, donc qui est le quotidien pour lequel je travaille, où je dessine la une tous les jours, et l'Opinion me laisse libre de mettre eux ils mettent le dessin gratuitement, il n'est pas réservé aux abonnés, il est gratuit, il sert justement à attirer des gens vers le journal, et ils me laissent librement faire ce que je veux avec le dessin. Donc j'ai dû choisir, parce qu'il faut comprendre que pour notre génération, nous on est nés, il n'y avait pas d'internet, et tout d'un coup on est obligé d'apprendre au fur et à mesure, on est les fameux digital migrants, vous savez, donc on est obligé d'apprendre au fur et à mesure que naissent les nouveaux réseaux sociaux, ceux qui plongent, ceux qui sont tendance, hein, non seulement comment ils marchent, à quoi ils servent, c'est quoi le public, ils ont tous des fonctionnalités différentes, en fonction, hein, quels sont les meilleurs pour les dessins ou pas. Donc avec le peu de science que j'ai de la chose, quand je suis libre, je vais mettre le dessin sur systématiquement Facebook, Instagram et LinkedIn. Et j'ai quitté X, j'étais aussi sur Twitter avant, que j'ai quitté avec le grand mouvement qu'il y a eu l'an dernier, pour des raisons liées au comportement d'Elon Musk. Donc ça c'est ce que je fais quand je suis libre. Après, il y a d'autres médias qui eux me disent non, attention, le dessin est un contenu dont on veut maîtriser le calendrier de publication par rapport au lecteur. Donc dans ces cas-là, je me contente en fait de refaire circuler ce que eux mettent sur les réseaux sociaux. Donc j'attends qu'ils soient prêts. Il y en a qui vont laisser 2-3 jours d'avance aux abonnés. Il n'y a que les abonnés qui l'ont pendant 2-3 jours, puis après ils le mettent public. C'est le cas par exemple du film français pour lequel je travaille. Il y en a d'autres comme Franc-Tireur où c'est uniquement réservé aux abonnés. Donc en fait, je ne le mets pas en ligne. Oui. Si vous voulez le voir, il faut vous abonner à Franc-Tireur et le lire. Chaque média a sa propre stratégie en fait. Oui.
Et vous parliez d'apprendre à travailler avec les différents réseaux qui émergent. Est-ce que vous avez remarqué, alors pas forcément sur votre travail personnel, mais de façon globale, une augmentation ou une évolution des critiques depuis l'arrivée des diffusions en ligne? Oui. Il s'est passé plusieurs choses en fait. Il s'est passé plusieurs choses. D'abord, on l'a tous observé. Les réseaux sociaux, l'espace numérique, avantage pour ce qui est de la liberté d'expression, donc de la prise de parole du public, des internautes, des followers, de ce que vous voulez. Avantage et inconvénient, vous avez les deux. Avantage, n'importe qui aujourd'hui, n'importe laquelle d'entre vous peut donner son opinion à lire à n'importe qui. Donc nous on met le dessin, il va être à lire par n'importe qui, sauf si c'est sur un espace abonné. Et pareil, les commentaires sont, à moins que vous les verrouillez, sont libres pour n'importe qui. Avantage, on a presque envie de dire c'est le paradis de la liberté d'expression. Chacun peut être lu par chacun et chacune. Inconvénient, même les haineux peuvent s'exprimer. Les fameux haters. Voilà. Et parfois sous le couvert de l'anonymat, ce qui est bien pratique, ce truc de lâcheté, personne ne sait qui je suis et je balance un maximum. Donc je ne dis pas que l'anonymat n'est que lâche, mais il sert aussi à être lâche. Donc l'évolution, c'est on a vu apparaître ce que nous auparavant on ne voyait quasiment jamais. Quand je dis auparavant, c'est avant l'arrivée du numérique, qui est l'expression complètement débridée de la haine. Alors, c'est pas tout le temps, hein, c'est ponctuellement, c'est que certains individus, c'est même une minorité en réalité des individus, par rapport aux milliards de gens qui sont sur les réseaux. Mais ça, c'est très nouveau, parce que nous, auparavant, le courrier des lecteurs, il était papier. Le courrier des lecteurs, il fallait que la personne dise « ce dessin me plaît pas du tout », qu'elle aille se mettre à sa table, qu'elle prenne un stylo, qu'elle prenne une feuille de papier, qu'elle écrive, qu'elle réfléchisse à ce qu'elle allait écrire. Et le temps que vous fassiez ça, vous vous calmez en général. Est-ce que vous allez écrire? Est-ce que vous allez même aller jusqu'à la boîte aux lettres pour poster le truc? Pas sûr. Donc le courrier des lecteurs, c'était petit volume. Surtout au prix du timbre actuel. Surtout, oui. Le timbre était moins cher à l'époque, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est spontané. On est encore dans la rage et tout de suite, on réfléchit pas et on écrit. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très nouveau, et d'autant plus nouveau pour les dessinateurs que toujours à cause du numérique, le contenu, donc nous, notre contenu, c'est nos dessins, peut toucher un public auquel il n'est pas destiné au départ, parce qu'au départ, on écrit pour nos lecteurs. Et tout d'un coup, vous allez avoir des gens qui ne sont pas habitués à votre journal, qui ne savent pas qui vous êtes, qui ne connaissent pas le ton, prenons l'exemple de Charlie Hebdo. Quelqu'un qui va au kiosque et qui achète Charlie Hebdo, il sait ce qu'il achète. Oui. Donc après, il ne va pas dire « Oh, je suis choqué !» Fallait pas l'acheter, chérie. C'est pas le journal officiel. Tandis que là, le dessin peut être détaché, quelqu'un peut avoir fait une copie d'écran, une photo du journal, machin, etc., le mettre, et vous pouvez, sans l'avoir voulu, vous retrouver sur du contenu qui ne correspond pas à ce que vous aimez. Et donc ça peut provoquer effectivement des réactions. C'est normal, d'ailleurs, tout le monde peut avoir des réactions bonnes, mauvaises ou autres. Mais ça, c'est très nouveau. Oui. C'est-à-dire que ça fait partie, on sait que notre dessin peut être exposé à un public. Donc l'expression d'une colère et d'une haine qu'on n'avait pas auparavant, peut-être tout d'un coup on visualise mieux le côté plus sombre de la société qu'on ne voyait pas avant, parce qu'avant c'est des gens qu'on n'entendait jamais. Donc avantage, inconvénient, c'est bien. Après le deuxième phénomène qui est très surprenant, alors là je parle au plan politique, qui est très surprenant comme dessinateur, quand j'ai commencé, donc sur un tout petit espace de temps, j'ai commencé il y a un peu plus de 10 ans, quand j'ai commencé, les rares fois où je me faisais charcuter, moi j'ai un humour qui n'est pas dark. Là, j'essaie d'être, j'essaie d'être un peu caustique, mais en passant par des portes bienveillantes au départ. Puis après, on se rend compte que le dessin n'est pas forcément si bienveillant, mais j'essaie de ne pas y aller frontalement, on va dire. C'est mon style d'humour. Plusieurs niveaux d'études. Avec plusieurs niveaux de lecture, voilà. J'essaie de ne pas y aller frontalement. Donc je ne me fais pas beaucoup charcuter sur les réseaux sociaux. Mais au tout début, quand même, de temps en temps, ça attaque un peu. C'était l'extrême droite. Donc essentiellement des gens qui étaient côté, on va dire, frontiste. À l'époque c'était le Front National, hein, c'était pas encore le Rassemblement. Côté frontiste, qui s'en prenaient à nous. Et en à peine 10 ans, est-ce que c'est parce que Madame Le Pen a mis de la discipline, ce que je pense, dans son parti, ou j'ai une partie de ses followers à elle, quasiment plus jamais l'extrême droite. En revanche, l'extrême gauche. Oui, ça évolue. Voilà. Et on se retrouve parfois dans des situations ubuesques où un dessin se fait chambrer. Et ceux qui viennent prendre notre défense, c'est l'extrême droite, qui viennent dire « liberté d'expression ». Alors ils sont hyper hypocrites, évidemment. C'est la liberté d'expression qui les arrange. Mais ils sont là « liberté d'expression ». Et l'extrême gauche qui nous tape dessus en disant « ouais, ça se fait pas, il faut pas dire des trucs comme ça, etc. » Bon, quand je dis extrême gauche, c'est très flou, hein, mais on va dire plutôt à gauche de l'échiquier politique. Et ça, pour nous, c'est très déstabilisant, parce que la famille intellectuelle du dessin de presse, quand même, au départ, globalement, tendanciellement, la famille intellectuelle du dessin de presse, c'est plutôt le centre et la gauche, quoi. Ouais. Plutôt que la droite, qui est plus conservatrice, qui n'aime pas trop les choses qui dépassent. Je parle de clichés, mais en tendance, c'était un peu ça. Et ça, c'est une évolution qui, pour nous, est assez, en tout cas pour moi, politiquement, est assez déstabilisante. Bon, après, tout ce qu'il a dit, je dirais comme lui. Je pense que là, bon,
t'as tellement fait un bon condensé que je vais pas en rajouter, mais je suis totalement d'accord sur l'ensemble du constat. Vous parlez des retours négatifs du coup qui émergent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous impacte ou qui vous a impacté, cette négativité qui peut... C'est l'agressivité surtout. Nous on fait pas du dessin pour se battre avec des gens. Hein. On a un sujet à traiter, on le traite comme des journalistes. Hein. On essaie d'être relativement pondéré. Moi, dans mon cas, je pense que CAC c'est exactement pareil que moi. On n'est pas des anarchistes qui essayent de foutre on a une information à passer, on la passe. Et puis tu as des gens qui comprennent pas du tout ce qu'on fait, quoi. Je pense qu'aussi qu'il y a eu, depuis quelques années, quand je prends des scolaires, des trucs comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent plus du tout entre le premier, le deuxième, le troisième ou 14e niveau de lecture. Tu as quand même beaucoup de gens qui lisent tout au premier degré. Je vais faire un dessin de terroriste qui est en train de tirer partout, on est en train de dire je fais la promotion du terrorisme. Non mais on en est là, quoi. Alors qu'en fait tu es en train de le dénoncer, mais tu as des gens qui le comprennent à l'envers. C'est malheureux. Hein. Si je fais parler à un dealer qui est en train de faire des conneries dans une banlieue, on me dit, on s'imagine que c'est mon opinion à moi que je suis en train de mettre dans les paroles des gens, mais pas du tout. Je suis en train de faire parler des personnages qui sont pas moi. Donc, et je pense que il y a un niveau de, je dirais que c'est un niveau de culture quand même qui est en train de disparaître assez vite dans une partie de je ne veux pas dire du mal, de notre génération, on avait l'habitude du second, troisième degré, etc. Et plus je vois arriver des jeunes, moi j'ai des enfants, des petits-enfants, etc., je vois quand même que il y a un niveau, je veux dire, de culture générale, parce que pour comprendre du dessin de presse, il faut avoir un minimum de culture générale, un minimum de sentiments géostratégiques, ce qui se passe, comprendre un petit peu la politique. Parce que je comprends que ça peut être pénible pour beaucoup de gens, mais il y a beaucoup de gens qui, quelquefois, ils s'intéressent à la politique que quand ils vont voter. Donc, en fait, ils ne voient pas trop de différence entre le RN, le machin, le LFI. C'est bien, c'est tous les mêmes, c'est tous pourris. Donc, on arrive à un espèce de truc, un patchwork un peu pénible. Et nous, on le ressent aussi, parce que quelquefois, on est pris à partie, alors qu'en fait, nous, on fait que notre métier de journaliste, simplement, on apporte une illustration d'un sujet soit de société, soit d'actualité, et en fait, on est très mal compris, quoi, quelquefois. Mais c'est pas de notre faute, hein. Je pense que le problème, c'est que on a un lectorat qu'on mérite pas quelquefois, on va dire, sans vouloir être méchant. Voilà. Après, dans le quotidien, la grosse différence, encore une fois, je me place, je pense que c'est important de le dire aux générations plus jeunes pour qu'elles comprennent la bascule. Je me place dans la place de quelqu'un qui a connu, je suis quelqu'un qui a connu l'avant et l'après Internet. Si je devais prendre le côté positif, c'est vrai que du coup, l'échange avec le lecteur, encore une fois, qui peut ne pas être le lecteur original auquel on dessinait le dessin, quand le dessin était fait pour un média, cet échange a aussi des vertus, c'est-à-dire que tout d'un coup, on est confronté à des opinions qui nous tombent dessus, des gens qui font des commentaires, donc j'enlève tout ce qui est agression, mais qui sont des commentaires négatifs en disant j'aime pas, pourquoi, je comprends pas pourquoi vous dites ça, hein. Et en fait ça engage des débats avec des gens à qui on n'aurait jamais parlé. Parfois ça fait réfléchir en disant ah merde, j'aurais peut-être dû tourner le dessin différemment, je vois pourquoi la personne, ça peut arriver, ça m'est arrivé une ou deux fois. Ça peut arriver, je me dis j'aurais pu, en rajoutant un tout petit détail, éviter qu'il y ait ce malentendu sur le dessin. Il y a aussi des gens de très mauvaise foi, tu as entièrement raison, qui font exprès de mal comprendre, mais ça fait plaisir parce qu'en fait ils politisent le dessin. Ça peut être positif. Cet échange est positif tant qu'il reste construit, poli, même s'il est, on va dire, dans le débat, il est un peu dur, mais tant qu'il reste poli, on n'est pas d'accord, on s'expose, on explique, on répond. C'est des échanges que finalement, je trouve ça plutôt positif. Après, à titre personnel, j'ai jamais été victime d'un vrai, ce qu'on appelle le shitstorm, la vraie grosse tempête autour d'un dessin. J'ai des consoeurs et des confrères à qui ça arrive régulièrement. Ça peut être extrêmement déstabilisant, parce que la grande majorité des gens, ils n'ont pas, sur leurs réseaux sociaux, ils n'ont pas tout d'un coup 200, 400, 800 attaques qui leur tombent dessus dans la journée. Donc arriver à se mettre dans la place de quelqu'un à qui ça arrive, et vous voyez, votre téléphone n'arrête pas de faire... Ça n'arrête pas, l'ordinateur, toutes les sollicitations n'arrêtent pas de s'allumer. Et c'est que des insultes, des menaces, etc. Parfois des gens qui vous disent, on l'a vécu, y compris en France.
Je parle même pas là, on parlera peut-être d'international, ça peut être encore pire. Mais quand même, des gens qui vous écrivent, je sais où tu habites, je sais dans quelle école vont tes enfants, on va venir régler le problème. Alors, donc vous êtes à 2 doigts de la menace de mort. Vous en recevez des centaines, ça dure 3-4 jours. Je pense qu'il faut se mettre à la place des gens à qui ça arrive. Ça peut être extrêmement déstabilisant. J'ai des consoeurs et des confrères qui m'ont dit, moi, les sujets polémiques, j'y vais plus. Oui. J'y vais plus parce qu'en fait, c'est pas tellement que j'ai plus de choses à dire, mais j'ai pas envie à nouveau d'affronter ça. J'ai pas envie. Donc c'est une sorte de cancel culture ou de censure par le public. Ça peut être quand même assez grave. Les collègues américains, ils ont le problème actuellement aux États-Unis. Qui ont une tendance plutôt démocrate, etc., qui sont attaqués par les MAGA en permanence, et c'est très très violent. Il y en a beaucoup qui sont virés aussi. Enfin, je veux dire, actuellement, tu as quand même un truc un peu fascisant qui est en train de s'installer un peu partout. Quand même. Oui, on a un dessinateur présent cette année, Fego, qui a vu une exposition être retirée aux États-Unis. de Washington. Il n'y a pas que lui. Absolument. Ouais. Les comiques américains des late shows qui sont virés régulièrement, je sais plus, Kimmel, etc. Simplement parce que c'est des poils à gratter. Ils font la même chose que nous, mais une version humoristique. Quoi. C'est des satiristes aussi. Hein. Ils font la même chose qu'on fait globalement. Hein. Ils embêtent le monde. Donc actuellement, c'est la loi du plus fort qui est en train de faire mal à tout le monde. Quoi. Après, je pense qu'il faut se rendre compte de quelque chose, puisque là, on parle un tout petit peu d'international. Il faut se rendre compte que en France et dans plusieurs démocraties européennes, Canada, Australie, des pays comme ça, on est quand même privilégiés, dessinateurs de presse. On est vraiment... Si je regarde par rapport à l'échelle mondiale, on est quand même privilégiés. Aujourd'hui, il faut savoir que la majorité des habitants de la planète vivent dans un pays où la censure est une pratique courante. La censure de la presse, et évidemment des autres secteurs de la culture, est une pratique courante. Ce n'est pas notre cas. Moi, jamais quand je me lève le matin, je me dis je vais avoir la police à la porte, ou alors je vais avoir un juge qui va vouloir me taper dessus, ou un homme politique qui va vouloir me faire tomber. Alors il y a quelques hommes et femmes politiques un peu agressifs, mais en France non. En réalité, on est protégé par le système en France. Je parle du système démocratique, la police, la justice. La plupart des procès qui sont intentés à des dessinatrices, des dessinateurs ou des artistes en France, en réalité sont gagnés par les dessinateurs et les dessinatrices. Donc nous, la sensation qu'on a, c'est qu'en fait, par rapport, on est protégé par les forces de l'ordre, par la justice, par le système démocratique tel qu'il est organisé aujourd'hui. Donc ça peut être usant. On est protégé. Il y a des pros quand même, à force de se faire attaquer, ils sont oui, bien sûr, il y a des gens qui... Donc ils passent plus de temps à se défendre qu'à faire leur boulot. Quoi. Donc, malgré cette protection juridique, est-ce que ça vous est arrivé, peut-être par précaution, si je puis dire, de pratiquer une sorte d'autocensure ou de vous restreindre sur ce que vous faites ? Alors déjà, l'autocensure, c'est universel. Oui. Vous faites de l'autocensure, Tim fait de l'autocensure, je fais de l'autocensure, tout le monde fait de l'autocensure. Il y a plein de moments où il y a un truc, notamment dans les moments d'émotion. Il y a quelque chose qui vous traverse l'esprit, vous ne le dites pas tout de suite. Souvent, vous avez raison, parce que la colère l'emporte, et parfois, sous le coup de la colère, on peut dire ou faire des choses qu'on n'aurait pas dû faire et qu'on va regretter. Ça, c'est l'autocensure. On est sur le point de faire quelque chose, on ne le fait pas, on s'autocensure. Donc, il faut juste se rappeler de ça. Et donc, évidemment, quand on est en phase de création, il y a des moments dans la colère, on se dit, tiens, je vais faire un dessin qui... Oh là là. Puis après, on réfléchit, on fait, ouais, ça va me soulager, mais est-ce que le message va être clair pour tout le monde ? Pas sûr. Et donc après, si on a vraiment quand même envie de faire le dessin, on revient à des trucs, c'est quoi l'objectif ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire ? Comment je ressens par rapport à la chose ? Et comment je peux faire en sorte que mon lecteur comprenne, ou ma lectrice comprenne ce que j'essaye de dire. Souvent, la question de l'autocensure, elle est plutôt posée par rapport à... On sait que le dessin va déranger des gens, est-ce qu'on le fait quand même ? Je pense que vous avez une réponse par dessinatrice et dessinateur, en fonction de ce qu'ils ont vécu, de ce que je disais, de la façon dont ils ont été attaqués avant, du pays dans lequel ils habitent, évidemment, donc on va parler de la France. Moi, mon attitude, c'est plutôt de me dire, si je suis sur un dessin qui est un peu plus agressif que la moyenne de ce que je fais, c'est de me dire, est-ce que je suis sûr que mon message à moi est clair ? C'est-à-dire, est-ce que je vais être capable de défendre mon dessin si je suis attaqué ? Et de l'expliquer. Et ce sera clair. Si la réponse est oui, je fais le dessin. Peu importe le contenu. Si la réponse est en fait, non, le dessin, il peut facilement être attaquable parce qu'en réalité, c'est très facile de le comprendre différemment parce que tu n'as pas fait attention à ça. Et dans ce cas-là, je vais retravailler dessus pour être certain que je suis efficace et que je suis clair dans mon message. Un symbole qui peut être compris à l'envers ou volontairement à l'envers ou des choses comme ça. Quoi. Il y en a plein, hein, donc... faire attention. Bon, disons que une autocensure, disons que ça dépend aussi de sa mentalité. Hein. Moi, comme je dis, je suis pas un dessinateur militant. Je suis pas ni militant de droite, ni militant de gauche, ni encore du centre. J'essaie de mode parade casquette.
Donc mon but, ça n'a jamais été de choquer. Donc moi, j'ai une information à faire passer, je la passe et je me débrouille pour que ce soit suffisamment bonhomme et rond pour que normalement je ne suis pas trop attaquable. Parce que je ne cherche pas spécifiquement à provoquer. Enfin, moi, j'ai toujours été comme ça, c'est pas nouveau. Hein. Par contre, bon, ceux qui veulent y aller, souvent, c'est souvent des dessinateurs qui ont un message politique à assumer. Enfin, moi, c'est pas mon cas. Je suis pas là pour représenter ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite. J'ai juste un message à faire passer, je le fais passer. Et puis voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Par contre, je comprends très bien ceux qui veulent y aller, franchement. Comme je dis, bon, je suis pas toujours d'accord avec ce que vous faites. Même il y a certains dessins que j'approuve pas forcément, hein, à titre personnel. Mais on est en France, donc je considère que mes collègues, ils ont le droit de les faire. Quoi. Vous parlez de... Je peux juste ajouter un truc par rapport à ça. Il faut se souvenir aussi que quand il s'agit de dessins qu'on fait pour des médias, parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui publient du contenu sur leur réseau, mais c'est pas du contenu qui a été commandé par un journal ou qui va être publié dans un journal, dans un média. Mais quand on fait des dessins pour des médias, après il y a aussi la ligne éditoriale du média qui peut provoquer une autocensure, mais qui est une autocensure fonctionnelle, normale. C'est-à-dire, par exemple, je travaille pour l'Opinion, qui est un média centre-droit, assez modéré, assez calme, hein, c'est pas Charlie Hebdo. Bon, mais clairement, il y a des dessins, parfois j'ai des idées de dessins, je me dis, bon, bah ça, je vais les mettre sur mes réseaux à moi, mais l'Opinion, ils vont pas prendre. Voilà, donc je ne vais pas le soumettre à l'opinion. Est-ce que c'est de l'autocensure ? Oui, quelque part, mais c'est de l'autocensure raisonnable par rapport à un client pour lequel je travaille, et je sais qu'il y a des choses qu'il va prendre et des choses qu'il ne va pas prendre. J'allais dire, pardon, vous parliez de provocation. Je comptais vous demander, selon vous, est-ce qu'on peut encore rire de tout, ou est-ce qu'il y a des sujets, est-ce qu'on doit faire attention à certaines choses, où est-ce que vous placez cette limite de la provocation ? On peut rire de tout, mais le problème c'est que, comme disait l'autre, c'était pas que tout le monde, quoi. On en est là, et bon, l'internet et les réseaux sociaux, il faut que des gens, les gens qui ont été provoqués par Charlie Hebdo, des choses comme ça, logiquement ils devraient même pas les lire. T'achètes Charlie Hebdo c'est parce que t'aimes bien Charlie Hebdo, t'achètes lui parce que t'aimes bien voir des filles nues, quoi. Si t'aimes pas voir des filles nues et que tu veux pas te choquer, t'achètes pas lui. T'as quand même l'impression qu'en fait ils se créent eux-mêmes leur propre provocation, quoi. Parce qu'ils vont accéder à des choses qui logiquement qui ne devraient pas les intéresser. Moi je me vois pas lire des bouquins sur la religion ou des choses comme ça, parce que moi je suis plutôt sans ce genre de truc, quoi. Et moi ça ne viendra pas naturellement, quoi. Donc c'est ça qui est dommage. Enfin moi, dans mon cas, je pense qu'il y a des gens qui ont accès à des choses techniquement ils n'avaient pas lieu d'y aller, quoi. C'est pas le journal officiel non plus. Les journaux satiriques, normalement, ça intéresse les gens qui s'intéressent à la satire. Enfin, des trucs amusants ou un peu vaches, ou tout ce qu'on veut. Si t'aimes pas, tu le lis pas, quoi. Je veux dire, tu l'achètes pas. Au départ, ça devait rester un espèce d'entre-soi, quand même. Hein. Je sais pas, moi, quelqu'un qui aime, comme je disais tout à l'heure, lui ou d'autres choses, si t'es très peu, tu vas pas lire lui, quoi. Voilà. Et alors sur la question, est-ce qu'on peut encore rire de tout ? Alors tout dépend de ce qu'on appelle pouvoir. Non, mais ce que je vais dire n'est pas très compliqué. Si ce qu'on appelle est-ce qu'on peut par rapport à la loi, oui, la loi n'a pas changé. Donc, on peut toujours rire de tout ce qui est légal. Et donc on ne peut pas faire de l'incitation à la haine raciale, religieuse, ethnique, ce que vous voulez. On ne peut pas faire d'incitation à la prise de stupéfiants, on ne peut pas. Il y a toute la liste de ce qui est interdit dans la liberté d'expression en France, dévoiler la vie privée des gens, l'antisémitisme et la négation de l'Holocauste, tout ce qui est racisme, bien entendu. Bon. Tout ce qui est incitation au terrorisme. Donc ça on peut pas. Et tout le reste on peut. Après, je pense que la question c'est plus, est-ce qu'il y a une évolution sociétale ? Donc on va rester en France parce que chaque pays a des courants différents. C'est surtout, je pense, une question de morale aussi peut-être. Alors justement, il y a un truc que je trouve hyper important, c'est quand il s'agit de morale, chacun la sienne. C'est pas moi qui le dis, c'est la vérité. On a tous notre propre morale. Ça, c'est vrai. Voilà. Il y a des morales un peu communes selon qu'on est dans une religion, qu'on est dans un groupe de pensée. Mais grosso modo, chacun d'entre nous, il y a les moments où on est tolérant, il y a les moments où on n'accepte plus ce qu'on est en train de voir. Mais ça, c'est la morale. On ne peut pas vouloir imposer notre morale aux autres parce qu'on a chacun de nous la nôtre.
Et si tout le monde essaye d'imposer sa morale aux autres, plus personne ne peut absolument rien dire. Vous allez toujours trouver au moins une personne qui n'est pas d'accord avec ce que vous êtes sur le point de dire. Vous allez toujours trouver au moins une personne qui dit « Ah non, votre dessin, il y a des gags avec des animaux, moi je soutiens la cause animale, c'est pas normal, il y a un poulet mort dans votre dessin. » N'importe quoi, vous allez toujours trouver quelqu'un qui n'est pas d'accord. Ça, c'est la morale. Donc la seule ligne qu'on peut avoir en commun, et en plus, nous la décidons en commun, puisqu'elle est votée par les gens qu'on a élus, c'est la loi. On ne peut pas avoir d'autres limites, c'est pas possible. On ne peut pas laisser le public définir à partir de sa morale, qui n'est pas uniforme, chaque groupe de public, ou ça serait des petits groupes de pression qui vont vouloir vous imposer leur propre morale à eux, leur lecture des événements. Alors après, ce qu'on sent ces dernières années, qu'il y a des sujets sur lesquels c'est plus compliqué qu'avant, je pense que c'est un peu ça qui est derrière la question. On peut encore rire de tout. Est-ce qu'il y a des sujets où c'est plus compliqué qu'avant ? Moi, ce que je ressens au niveau français, parce que vraiment il y aura une réponse par pays, mais ce que je ressens au niveau français, c'est que, depuis les attentats de 2015 en particulier, dont je parle des attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher, il y a, sur les dessins qui concernent la religion, et plus spécifiquement l'islam, il peut y avoir des tensions un peu plus fortes que sur les autres. Parce qu'il y a un énorme ressenti d'une partie de la communauté musulmane. Il y a un énorme ressenti sur le fait que le dessin de presse aurait été à un moment donné montré comme anti-musulman, prenant la haine des musulmans, des choses comme ça, ce qui est évidemment pas du tout le cas. Sauf si vous prenez quelques dessins de connards d'extrême droite, mais ça, on les voit pas, ceux-là, heureusement. Mais sinon, non, il n'y a pas. Donc il y a un vrai travail, on sent qu'il y a une sensibilité plus forte sur cette question-là. En plus, c'est instrumentalisé assez souvent politiquement par certains partis d'un côté de l'échiquier politique, qui, dès qu'il y a un dessin qui fait de l'humour sur telle ou telle chose en rapport avec l'islam, va dire « Ah, regardez, islamophobe, machin, tout ça, etc. » Donc, on sent que le truc est un peu plus sensible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut savoir que c'est un sujet sensible. Et la deuxième chose qu'on ressent, nous, notamment quand on fait des ateliers, parce qu'avec l'association dont je m'occupe, on va beaucoup dans les écoles, et pas que nous d'ailleurs, France Cartoon aussi, et d'autres associations, mais on va beaucoup dans les écoles faire des ateliers à la rencontre des jeunes publics, on travaille sur la base de dessins de presse. Et autant j'avais vu venir les tensions sur la religion, pour des raisons évidentes, quoi. On a bien vu ce qui s'est passé en France, autant ce que j'avais pas vu venir, notamment chez les plus jeunes, c'est qu'il continue d'y avoir énormément de tensions sur la question des genres, et sur la question de l'égalité femmes-hommes. Et ça, j'avoue, moi je me disais, bon, ma génération, l'égalité femmes-hommes, c'était mieux que celle d'avant, mais c'est quand même mieux dans les générations d'après. Et je me disais, en revanche pour les gamins, c'est réglé, quoi. C'est bon, ça y est, maintenant, ils ont compris. En fait, non. Il y a encore beaucoup de cas où on parle de égalité femmes-hommes, où on parle de liberté des minorités, d'orientation sexuelle différente de la norme hétérosexuelle. On parle de ces sujets-là et on voit qu'en fait il y a des tensions mais énormes, y compris chez les... Alors on ne parle pas ça avec les tout petits, c'est plutôt des classes à partir du collège. Et on voit que les problèmes sont loin d'être réglés. Non, et ça, je m'attendais pas. S'intègrent à la maison. Je m'attendais pas à des tensions de ce niveau-là. Voilà. Et donc c'est un sujet aussi sur lequel il peut y avoir des grosses tensions. Encore une fois, je dis pas qu'il faut pas faire les dessins. Je pense au contraire qu'il faut faire les dessins parce que ça incite au débat. Et au moins quand on débat après, on peut peut-être tomber d'accord sur autre chose. Et au moins on peut entendre les idées des autres. C'est quand même fondamental pour forger sa propre opinion. C'est peut-être aussi d'entendre celle des autres, à mon avis. Il faut savoir que sur ce sujet-là, égalité des genres, égalité femmes-hommes, il peut y avoir des grosses tensions, y compris dans les jeunes publics. Vous reparliez des associations desquelles vous faites partie, notamment France Cartoon et puis évidemment Cartooning for Peace. On a beaucoup parlé de l'état de la liberté d'expression et du métier en France, mais c'est vrai qu'à l'international, ça peut être très différent selon les pays dans lesquels on se trouve. Ça s'arrange pas depuis quelques années. Et bien ça s'arrange pas justement, donc je voulais discuter avec vous de cet état, de comment est-ce que... Nous, la France, c'est encore un îlot un petit peu isolé, avec certains pays anglo-saxons, puis européens, quoi, où on arrive encore à pouvoir dire un peu ce qu'on... Enfin, on peut parler beaucoup, quoi, je veux dire, rien que le fait qu'il y ait un truc comme Saint-Just-le-Martel, il y en a beaucoup d'endroits où on ne pourrait pas, techniquement, ça serait impossible dans beaucoup de pays, de faire ce regroupement de dessinateurs qui viennent de tous les pays du monde. En fait, on ne fait pas de distinction non plus, tout le monde est bienvenu, c'est assez exceptionnel, quoi. Mais il y a plein de pays où en fait la liberté d'expression elle est en train de se réduire comme peau de chagrin, quoi. Et dès que tu as le moindre opposant, il finit mal, donc qu'il soit politique ou simplement un satiriste. Donc maintenant c'est compliqué. Donc nous on continue, forcément on se bat pour continuer à pouvoir s'exprimer de façon libre, à nous à notre niveau, et puis défendre quand on peut les collègues à l'extérieur, mais enfin on n'a pas non plus des leviers fabuleux, sauf faire connaître qu'il y a tel copain qui a été
emprisonnés dans tel pays, et de leur rappeler, d'essayer de pousser les médias autant qu'on peut, quoi. Ça, c'est les seuls points. On le fait régulièrement, hein, je veux dire. Est-ce que vous avez été confronté personnellement à des cas difficiles ? Ah oui, oui. Alors, il y en a de plus en plus parce que... Bon, d'abord, il faut comprendre que le dessinateur de presse, là on est en train de parler d'une toute petite chose, hein, le dessin de presse, en réalité c'est un tout petit mode d'expression, puisque c'est uniquement le dessin qui parle de l'actualité dans les médias, c'est un tout petit mode d'expression. On est de plus en plus rare aussi. Mais bizarrement, bien qu'étant un tout petit mode d'expression, ça a toujours été, en particulier, donc les médias en général, mais en particulier le dessinateur ou la dessinatrice, ça a toujours été la hantise des tyrans. Ils détestent ça, parce que c'est quelqu'un, la dessinatrice ou le dessinateur, c'est quelqu'un qui... avec un contenu très viral, une image généralement qu'en 3 secondes on a comprise. Et très international donc, aussi. très facile à faire circuler. International s'il n'y a pas de dialogue. S'il n'y a pas de texte international, effectivement ça peut circuler. Qui va tout d'un coup mélanger la politique et l'humour. Donc ça, les tyrans détestent, surtout l'humour, parce que quand vous essayez d'imposer la peur, le pire qui peut vous arriver, c'est que les gens rigolent. Parce que quand on rit, on n'a pas peur. Vous pouvez le faire, c'est scientifiquement démontré. À partir du moment où vous riez, la peur s'éloigne. Donc, arriver à faire rire, c'est une manière de mettre à distance la peur, de mettre à distance celui qui veut vous impressionner. Donc, de tout temps, ça a toujours existé, les clowns, les humoristes, les mecs qui se moquent de politique, ont été brimés. Les bouffons du roi ont été brimés, enfin, sauf le bouffon du roi qui lui est toléré, pour pouvoir brimer les autres, mais ont été brimés par les puissants. Mais pourquoi ? Donc, d'ailleurs, ça existe depuis toujours. Qu'est-ce qui est nouveau ? En fait, la nouveauté, c'est que la démocratie, qui grosso modo à l'échelle de l'humanité progresse sur le long terme, mais en ce moment on est dans un cycle où la démographie régresse, la démographie aussi d'ailleurs, régresse dans beaucoup de pays. La dernière tendance qu'on trouve préoccupante, c'est qu'il y a des pays dans lesquels jusqu'ici, des pays importants, voire majeurs, dans lesquels jusqu'ici il y avait encore cette liberté d'expression humoristique, dessins de presse, humoristes, choses comme ça, chroniques à la radio. Et en fait, c'est en train de disparaître. Je parle de pays comme la Turquie. Je parle de pays comme l'Inde, qui, donc, je le rappelle, est le plus grand pays du monde en nombre d'habitants aujourd'hui. Et c'est des pays dans lesquels, la Russie de Poutine, depuis que Poutine est au pouvoir, c'est des pays sur lesquels, aujourd'hui, systématiquement, le pouvoir essaye de mettre la main sur l'information. Alors vous allez me dire, on le savait en Russie, évidemment on le savait en Chine, en Iran, en Arabie Saoudite, dans beaucoup de pays comme ça, à Cuba, on le savait déjà. Mais là, il y a des tas de pays où jusqu'à là c'était possible. Hong Kong, qui depuis qu'il a été repris par la Chine, Hong Kong terminé, ils ont mis la main sur les médias, ils ont viré les dessinateurs de presse, évidemment. Comme quoi un pays de système, ça n'existe pas. Et c'est une tendance qui est très inquiétante, parce que là on parle de grande démocratie. La Turquie est censée être une grande démocratie laïque, l'Inde, une gigantesque démocratie. Et donc la tendance que ça a pour nous, c'est qu'on se retrouve, je vais répondre à votre question, on se retrouve de plus en plus régulièrement confronté à Cartooning for Peace, c'est un sujet qu'on suit de près, on essaye d'aider nos consoeurs et nos confrères qui sont menacés dans l'exercice de leur métier, et on a de plus en plus de cas de dessinateurs qui sont arrêtés arbitrairement, de temps en temps, dans certains cas extrêmes qui disparaissent, mais sinon, ils sont arrêtés arbitrairement et on leur fait des procès, ce qu'on appelle des procès bâillons, c'est-à-dire qu'on leur fait un procès qu'on fait traîner, on reporte les audiences, on attend, parce que c'est une manière non seulement de brimer cette personne, mais c'est une manière d'envoyer un message aux autres dessinateurs. Vous voyez les emmerdes qui peuvent vous tomber sur la gueule si jamais vous continuez à faire vos dessins. Regardez ce qui arrive à cette personne, ça fait 5 ans qu'elle est en procès. Donc on a eu le cas avec Zehra Omeroglou, une jeune dessinatrice turque, qui a été considérée comme avoir fait un dessin qui était indécent, alors que tous ses confrères hommes faisaient des dessins pareils, mais ça gênait personne. Mais elle, c'est une femme. Eh oui. Donc elle s'est fait brimer, mais on a eu le cas avec Ahmed Kishore au Bangladesh qui a été incarcéré et torturé pour ses dessins. On a eu le cas avec Nîmes en Algérie. C'est en Malaisie, c'est en Inde, ça a été sous le Brésil de Bolsonaro, c'était un petit peu chaud. On commence à avoir 1 ou 2 cas moins graves parce qu'on est mieux protégé en Europe, mais en Europe, notamment dans la Hongrie de M. Orban. Et donc c'est une tendance qui correspond au fait que vous avez en ce moment des grands dirigeants du monde qui sont en train de devenir des autocrates. Et ils font 2 choses, et je m'arrête là pour pas être trop long. Ce que je disais, ils essaient de mettre la main sur les canaux d'information, c'est comme ça que vous contrôlez une population, c'est vous empêchez la population d'avoir accès à des informations qui divergent de ce que vous voulez dire. Et la deuxième chose qu'ils font, c'est que ils sont quand même dans un monde globalisé où on ne peut pas tout de suite prendre la personne et la tuer. Avant, on faisait ça, en gros, on éliminait l'opposant. Poutine continue à faire ça, mais et encore il se cache, il dit que c'est pas lui. Mais dans les autre pays, ça craint. En Turquie, vraiment, Erdogan, il peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc en fait, ils utilisent des méthodes qui sont un peu plus propres. Ils utilisent une sorte de justice, parodie de justice. Et donc, ils vont systématiquement incarcération arbitraire, garde à vue trop longue, procès.
Ça coûte etc. cher. Pour Oui. se défendre, ça coûte très cher. Bien sûr. Et le dessinateur Si ne on peut pas te se payer fait- une défense. On te balance 4 procès dans la même année où tu prends simplement un avocat qui te coûte un bras à chaque fois, ben t'en as que 2 déjà. Donc globalement, même si tu sais qu'à la fin on va te donner le truc pour le 1 franc symbolique, enfin l'euro symbolique, disant que non, effectivement, que la liberté d'expression, vous êtes libéré, mais tu as quand même dépensé 4 fois le prix d'un avocat. C'est ce qui arrive à certains collègues quand on veut vraiment les embêter, même en France. Il suffit de leur... Comme on gagne pas beaucoup d'argent dans le monde du dessin de presse, il faut être honnête, qu'est-ce qui se passe? Si tu veux vraiment embêter quelqu'un, tu lui colles procès sur procès, au moindre truc, même si tu sais que tu à la fin, eux ils ont les moyens souvent d'intenter des procès, c'est souvent donc c'est un peu ce qui fait il y a des dessinateurs, je pense qu'il y a un moment, ils laissent tomber parce qu'ils sont fatigués, quoi. Et ils sont ruinés aussi, parce que ils sont ruinés moralement et financièrement, quoi. Et avec donc une dernière tendance, pour finir sur l'international, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est affolant. C'est-à-dire qu'on reste sur, normalement, pour l'instant il n'y a pas eu de changement constitutionnel, ça reste une démocratie où les gens ont le droit de vote, la liberté d'expression, comme on dit. Officiellement. Et sauf que là on est face à un phénomène complètement hallucinant, c'est-à-dire que dans un premier temps, le gouvernement Trump et ses alliés ont commencé à nous dire la liberté d'expression est sacrée. En Europe, c'est pas normal, vous laissez pas les négationnistes et les gens d'extrême droite et compagnie s'exprimer librement. Donc ils sont venus à la défense de tout ce que l'Europe a de plus vil en matière de droite dure, pour nous expliquer qu'il fallait laisser les gens dire ce qu'ils voulaient dire. Donc en gros, ils ont critiqué notre manière à nous de limiter la liberté d'expression. On essaye de limiter la haine, grosso modo, c'est un peu ça, notamment, dans notre système. Et puis tout d'un coup, machine arrière, entre guillemets, alors eux, ils vont jamais dire que c'est une machine arrière, ils vont vous dire que c'est logique, mais là, ils sont en train d'expliquer que oui, la liberté d'expression, pour les gens qui pensent comme eux, c'est super bien, mais en revanche, pour les gens qui pensent pas comme eux, c'est pas possible. Et donc, ils sont en train de faire exactement ce que font des dictateurs, alors que les États-Unis ne sont pas encore une dictature. Donc, c'est un phénomène un petit peu inquiétant, parce que est-ce que ça veut dire qu'on a une population d'une des plus grandes démocraties du monde? Est-ce qu'on a une population qui va commencer à s'habituer à ce que ce soit normal que le gouvernement dise qui a le droit de dire quoi? Ça, c'est quand même assez affolant. J'ai vu des sondages, même chez beaucoup de jeunes, on dit qu'ils préféraient presque avoir un président un peu dictateur plutôt que d'avoir une démocratie qui ne leur semble pas intéressante. Aux États-Unis, ouais. Non, mais même en Europe, on commence à avoir des sondages. J'ai vu des sondages un peu bizarres chez les jeunes populations qui préfèrent un État où en fait il y a plus de sécurité, plus de ceci, mais même s'il y a moins de liberté de mouvement, d'expression et tout ça, quand tu dis ça, c'est un peu aberrant. Ouais. Quoi. C'est un peu aberrant et c'est totalement utopiste, puisque Bien sûr. tous les gens qui disent ça fait quelques années qu'on a des sondages, mais de gens c'est- qui c'est- disent j'aimerais bien un régime plus dur, un truc un peu. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que Poutine a aussi beaucoup de gens qui le suivent, ils disent ouais voilà, Poutine c'est un homme fort, il tient. Mais tous les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils pensent qu'ils seront du bon côté. Mais oui, mais parce qu'on les attaque pas Mais ça, pour l'instant. Coco, tu sais pas. C'est pour ça qu'il faut surtout jamais aller vers un régime dur. Parce que comment tu fais quand t'es de l'autre côté? C'est ce qui arrive aux Un, tu vas être brimé, tu vas peut-être finir en tôle, voire pire, il va t'arriver des trucs. Et surtout, quand tu diras ah non, finalement je suis pas d'accord, je veux changer, ah ben non, c'est trop tard. c'est ce Parce qui qu'autant une démocratie, c'est la faiblesse de la démocratie et sa force en même temps. Une démocratie, elle peut constamment changer puisque tu peux voter et décider de virer le chef de l'État ou le gouvernement. Tu peux, il suffit d'aller voter. C'est tout. Et que la majorité fasse comme toi, évidemment. Mais tu peux, la démocratie, elle est ouverte à ça en permanence. D'ailleurs, en France, on n'arrête pas de changer, donc bien si. Mais le jour où tu es dans un régime dur, comment tu fais pour changer après? Demande aux Russes comment ils vont faire pour changer. Demande aux Chinois comment ils peuvent faire pour changer. Plus possible. Juste un point, je suis d'accord avec tout ce qu'il vient de dire, Cac. C'est ce qui arrive un peu aux hispaniques, un peu sans papier là, aux États-Unis, qu'ils ont voté massivement pour Trump, pratiquement tout, et qui se rendent compte maintenant qu'ils se font virer à coups de pompe dans le cul, et de façon violente et le moins qu'on peut dire un peu barbare. Hein. Et voilà, c'est ce cas-là. Très bien, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Moi, je n'ai plus particulièrement de questions à vous poser. En revanche, nous avons le Conseil régional des jeunes de Nouvelle-Aquitaine qui est présent, qui a suivi la discussion. Et il me semble qu'il y avait peut-être quelques questions pour terminer. Alors, on a... Bonjour Brandon. Bonjour. Ah mais faut le dire hein, quand même. On n'est pas des sauvages même. Alors, on avait énormément de questions, parce que pour la plupart, vous avez déjà répondu. Donc, je vais juste faire une redite. On ferait des bons hommes politiques. Je sais pas. On a répondu aux questions avant qu'elles soient Oui, posées. avant qu'elle soit posée. Je fus élu, il fut une époque. Ah bah voilà, ceci explique cela. Sans carte, hein. Je tenais à dire. Et, du coup, je vais juste reposer une question du coup, globale.
même si vous y avez déjà un peu répondu, mais comme ça nous permet de reprendre des notes et d'avoir quelque chose de matière un peu plus. C'est pour vous, quel est le constat et l'observation que vous faites de la liberté d'expression en France selon vos métiers et vos opinions à chacun? Alors, sur la grosse dizaine d'années que je viens de passer à faire du dessin de presse tous les jours, pour moi, il n'y a pas d'évolution. Sur vraiment les dessins que je fais de moi, il n'y a pas d'évolution positive ou négative de la liberté d'expression au sens du droit. Le droit n'a pas changé, la loi est restée la même. Je n'ai pas subi plus de pression qu'avant de la part de mes éditeurs, ni des hommes politiques. Il y a les pressions dont je parlais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est pas les pressions légales, hein, c'est les pressions du public. Après, si je dézoome un peu plus large en termes de liberté d'expression de la presse, liberté de la presse, et on reste en France, il me semble que il y a des restrictions plus fortes qui sont exercées sur les journalistes d'investigation, notamment dans tout ce qui est en rapport avec le monde de la défense. Donc évidemment, c'est des sujets sensibles, on ne peut pas tout mettre dans la presse. Il y a des questions stratégiques, surtout en temps de guerre, puisque je rappelle, la France n'est pas en guerre, mais il y a la guerre en Europe. Mais malgré tout, il semblerait, de ce que j'ai lu, c'est pas mon domaine, hein, je ne suis pas journaliste défense, mais il semblerait que pour les journalistes investigation défense, il y ait des pressions plus fortes qu'avant qui sont exercées par le gouvernement d'Emmanuel Macron, et qui font que c'est plus compliqué d'avoir accès aux lanceurs d'alerte et de faire son travail d'investigation dans ce domaine-là. Donc si je devais mentionner un recul auquel j'ai pas assisté personnellement, mais il me semble que c'est un vrai recul des 10 dernières années, j'ai l'impression que c'est dans ce domaine-là. Et après, je terminerai en disant que malheureusement, pour moi, le plus gros recul de la liberté d'expression au niveau de la presse, c'est simplement que, donc là je parle de la presse écrite, celle qui publie nos travaux, celle dont nous vivons, celle qui nous paye, difficilement, qui nous paye, et de moins en moins bien dans certains cas. Le problème, c'est la chute de la clientèle. On terminera peut-être là-dessus, mais il y a une vraie question d'un public qui s'est habitué à s'informer sur l'actualité de façon gratuite. C'est aussi la faute des médias qui ont mis beaucoup de contenu gratuit en ligne. Cette information gratuite se mélange parfois avec des informations non professionnelles qui sont faites soit par des pseudo-journalistes, soit carrément pas du tout par des journalistes, mais qui viennent se mélanger avec le contenu professionnel vérifié, établi par des journalistes professionnels. Et ça pose une énorme question sur quelle information le public souhaite avoir à l'avenir, et pourquoi je parle que c'est en rapport avec la liberté de la presse. Mais parce qu'à partir du moment où la presse n'a plus les moyens de fonctionner, vous n'avez plus la liberté d'exercer le métier de journaliste. Ce qui veut dire que vous, public, vous allez recevoir des informations en grande majorité non vérifiables, et qu'en réalité, ça va altérer votre liberté d'opinion, puisque votre liberté d'opinion, elle est basée sur le fait que vous prenez des décisions sur la base d'informations qui sont vérifiées quand même. Sinon, vous croyez que vous êtes libre de réfléchir, mais en fait, vous n'êtes pas libre, vous êtes contrôlé par les gens qui vous racontent n'importe quoi. Donc ça serait les évolutions que j'aurais notées récemment. Alors moi je dirais un truc que ça ne t'a pas sous... Nous on vient quand même, en fait pour vous on doit être un peu des hommes des cavernes quand même. On vient comme des années 80 et tout ça. On a connu Harakiri, on a connu une liberté d'expression que vous imaginez même pas maintenant. Retrouvez des vieux Harakiri, vous allez les lire, vous allez dire c'est pas possible qu'ils ont fait des trucs pareils. Ça allait très très loin, voire... ça allait vraiment au grand n'importe quoi, mais à l'époque c'était, ça faisait rire tout le monde, ça choquait personne. Et, honnêtement, même moi qui suis dans ce monde-là, je sors des vieux Harakiri, j'ai presque envie de les cacher parce que je dis c'est pas possible, si on me voit lire un truc pareil, on va croire que je suis devenu un peu fou, quoi, mais t'avais des trucs absolument incroyables. Et ça choquait absolument, que les gens qui lisaient Harakiri, qu'ils aimaient pas ça, mais en gros c'était monstrueux. Les années 80, on faisait des trucs. Maintenant, tu ferais le 10e dans ce qu'on fait dans Harakiri, t'as 25 procès sur chaque page. Hein, donc t'imagines. Voilà. Mais il y a une question que je me pose par rapport à ça. C'est une vraie question, hein, je n'ai pas la réponse. Est-ce que ça s'est durci ? Ou est-ce que, comme on était avant l'ère du numérique, en réalité ce contenu ne touchait grosso modo que les abonnés du journal ? Oui, c'était différent. C'est pour ça que je dis qu'on est dans... Petit 2, on n'entendait pas les gens qui éventuellement tombaient dessus et n'aimaient pas ça, parce que comment ils s'exprimaient ? Ils n'avaient pas de réseaux sociaux, donc ils râlaient au café du village, quoi. Ils disaient c'est dégueulasse ce truc, t'as vu, qu'est-ce que c'est que ce torchon ? Et en fait, la question que je me pose, mais j'ai pas la réponse, c'est est-ce que c'est la société qui a évolué, ou est-ce qu'en fait c'est juste qu'on entend beaucoup plus les voix des gens qu'on n'entendait pas avant, parce que le contenu circule beaucoup plus ? Je ne saurais pas répondre. Enfin, il y a quand même une évolution. Maintenant, on va dire
Harakiri, si tu le lis maintenant, tu vas dire aussi c'est hyper sexiste, c'est hyper. Non, mais je veux dire, les filles, elles étaient toutes à poil. Enfin, je veux dire, c'était. Elles étaient surtout là pour décorer et puis pour attirer. Enfin, bon, c'était franchement. Oui, là-dessus, il y a des évolutions de société positives. Non, il y a une grosse évolution de la société, mais c'était les années 80. Donc, franchement, moi, j'ai vraiment souvent l'impression d'être un dinosaure quand je suis dans la. Moi, je suis. Un gentil dinosaure. Je suis gentil, mais bon, je suis né dans les années 60. Je suis né en 65. Un plégosaure, en 65. Quand je suis maintenant en 2025, c'est vrai que je vois ce que j'ai vu dans le temps. Je dis pas que c'était mieux avant, je dis que c'était différent. Voilà. Donc maintenant, alors il y a un truc aussi qu'on peut reprocher au monde actuel au niveau de liberté d'expression, au niveau des médias. Ça, tu l'as peut-être pas signalé, mais je trouve quand même que tu as quand même un regroupement de tous les organes de presse un peu dans toutes les mêmes mains. Ce qui fait que tu as quand même la pluralité, excusez-moi, j'ai du mal à le dire, ça devient un petit peu. Ça devient un petit peu léger, quoi. Je veux dire, c'est toujours à peu près les mêmes, avec les mêmes tendances, qui possèdent les mêmes journaux, donc non, mais je veux dire, concentration, je suis d'accord. T'as une concentration qu'on n'avait pas avant. Oui, parce que en fait, t'as quand même beaucoup de magazines qui étaient totalement indépendants, qui étaient pas un truc d'un holding machin. Donc en fait, je pense qu'il y avait quand même plus de choix pour les lecteurs. On voit la presse, entrer dans un kiosque, quand vous en trouvez un, vous allez voir que quand même le choix est quand même relativement réduit, voire il se réduit de plus en plus, quoi. Donc, et généralement, vous avez toujours les mêmes trucs. Vous n'avez pas vraiment vous ne trouvez pas forcément le journal qui correspond forcément à votre opinion quelquefois, parce que c'est un petit peu la plupart des journaux, ils sont un petit peu tous pareils, etc. Voilà. Ouais, je pense qu'on a perdu en pluralité. Voilà, c'est ça, à mon avis, mais pour moi, on a perdu en pluralité. L'origine du problème, c'est pas que c'est des gens très riches qui rachètent des titres. L'origine du problème, c'est qu'il y a moins de lecteurs, donc il y a moins d'argent, et donc il y a des titres qui se retrouvent en dépôt de bilan, et donc qu'est-ce qui se passe ? Soit on ferme, soit on est racheté par quelqu'un de plus riche. Ça, c'est un phénomène économique assez classique. Après, en termes de pluralité, qu'on a perdu pour moi à cause du volume, il y avait beaucoup plus de titres différents avant. Là, il y a moins de titres. En revanche, si tu regardes l'échiquier des titres qui existent, entre l'Humain Fakir d'un côté et Rivarol de l'autre, pour prendre des trucs vraiment super extrême droite, ou si on est un peu moins à droite, on va dire, le Figaro, Marianne, compagnie, ou jusqu'à Alibé, il reste, et là je parle que de presse nationale, je parle même pas de tous les suivants, tu restes, ou Mediapart, ou des titres comme ça, tu restes quand même sur une variété politique, pour moi, encore aujourd'hui, plus le service public, fondamental, tu restes, à mon avis, encore aujourd'hui sur une diversité de la presse qui fait que il faut surveiller la concentration, mais j'ai pas l'impression d'entendre tout le temps la même chose. Donc quand je regarde les médias dans leur diversité, j'ai pas l'impression d'entendre tout le temps la même chose. Après là, je parle que de presse écrite, qui en réalité est la moins influente. La plus influente, c'est la radio et la télé. Et là, c'est encore plus concentré, puisque c'est encore plus cher. Et donc il peut y avoir un risque, surtout en télévision. Pour moi, le plus gros risque, il viendra de la télé, il viendra pas de la presse écrite. C'est les plus influents, et ils sont plus très nombreux, et les chaînes d'infos en continu. Il en reste 4, et en plus vous avez CNews, qui est quand même maintenant positionné à la limite du complotisme, qui est quand même en train de remonter et de dépasser BFM. Ça, c'est plus préoccupant. Par exemple, c'est un peu dans ce sens-là que je voulais souligner. Voilà. Merci pour votre réponse. C'est une réponse très complète. On n'a rien préparé, tout est là, c'est incroyable. Mais moi je mets pas ta jour. Alors, on a une question supplémentaire. Une question qui a été question du public. Pourquoi les dessinateurs de presse n'ont que très rarement une carte de presse ? Est-ce de leur part est-ce qu'un choix de leur part de leur demander ? Je peux te répondre facile. Allez-y alors. C'est parce que pour avoir une carte de presse, il faut faire un certain nombre d'euros de revenus. Donc relativement important, donc en fait il faut faire beaucoup de piges et plus de la moitié théorie. Donc plus de la non mais je veux dire ça représente aussi un montant en euros qui est pas négligeable, je sais plus combien, parce que ce qui fait que en France il y a relativement pas énormément de dessinateurs qui peuvent se permettre de dire j'ai gagné je sais pas moi 10 000 euros uniquement avec la presse. En fait souvent on fait plein de trucs mais donc pour avoir la carte de presse, il faut souvent être attaché à un journal. En général, quand tu es pigiste, ils ne te donnent pas forcément de carte de presse non plus. C'est souvent le salarié détaillé, qui fait partie du personnel, quoi. Qui n'est pas un pigiste, donc qui a plus d'heures, qui a un minimum garanti, etc. Donc, et ça c'est l'espèce la plus rare et la plus en voie de disparition.
Puis qu'il y a de moins en moins de dessinateurs aussi, il ne faut pas l'oublier. Et pour donner un chiffre précis, il y a 2 ans, j'ai pas les chiffres de cette année, il y a 1 an et demi, le nombre de dessinateurs de presse qui avaient une carte de presse, c'était je crois 34 ou 35. Voilà. C'est très peu. Donc c'est un tout petit nombre. Oui, C'est un tout petit nombre. Dont en contrat à durée indéterminée, 5. Ok. Voilà. Donc on parle de ce volume. On parle de ce volume d'affaires. C'est des petits chiffres. Vraiment, très très peu. Je pense qu'il y a plus de 30 dessinateurs quand même. Ah ben il y a beaucoup plus que Il y en a 30 beaucoup dessinateurs de plus. presse en France, mais de ceux qui ont la carte de presse, ce qui veut dire t'as qu'ils beaucoup de font, pigistes, hein. qu'ils font un niveau de revenu suffisant et que ça représente au moins la moitié de leur revenu, c'est ce petit nombre-là. Sachant qu'un pigiste, il peut être viré à la seconde. Hein. Donc, Bien sûr. Ok. et ce qui arrivait à beaucoup de collègues qui faisaient des collaborations depuis 30 ans dans des journaux. Un jour, ils ont demandé à faire valider leur truc de pigiste, alors qu'ils avaient des revenus réguliers depuis X années dans le même journal. Ils ont dit, écoutez, j'aimerais bien avoir un vrai statut dans le journal avec un CDD ou un CDI ou quelque chose. Souvent, ils se retrouvaient, écoute, on a décidé d'arrêter notre collaboration. C'est déjà arrivé j'ai vu ça avec Marc Large, qui était un super dessinateur. Alors que maintenant, Sud-Ouest. Ouais, Sud-Ouest. Et d'autres. J'en connais dans l'Est, j'en connais un peu partout. Quoi. On est dans un métier qui est quand même pas le plus confortable de la Terre, faut être honnête. Mais bon, on fait ça parce qu'on a ça un peu dans les gènes. Je pense qu'il doit y avoir un problème, mais autrement, c'est compliqué, quoi. C'est un métier. C'est pas le métier que je peux conseiller à mes enfants. Si vraiment vous voulez le faire, faut le faire. C'est bien, mais il y a peut-être d'autres moyens de survivre, quoi. Voilà, c'est vraiment un métier compliqué, quoi. Plus un métier de passion que vraiment un métier pour l'argent. Oui. On a la passion, c'est sûr, sinon on aurait déjà arrêté tout de suite, quoi. Mais bon, la passion, ça suffit pas, quoi. Oui. Il faut aussi un minimum de revenus, un minimum de considération. Je veux dire, c'est quand tu as l'impression que tu es tout seul et puis que tu te bats contre des moulins à vent en permanence, c'est pas évident. Que tu n'es pas soutenu non plus forcément par les journaux à qui tu travailles, etc. C'est pas toujours simple. Tu sais, souvent, tu as une désolidarisation rapide, tu fais un truc qui plaît pas, on te fait chier, et puis voilà. Et le journal, il va dire, non, c'est pas nous, c'est lui. Nous, on peut vite rejeter la faute sur la personne plutôt que de prendre la responsabilité. Voilà, on est dans un monde quand même très difficile. C'est un métier qu'on aime beaucoup, le dessin, on a cette passion depuis toujours, mais bon, je l'aurai toujours, mais c'est vrai que par moment c'est pas non plus le truc hyper confortable, en fait. Personnellement, c'est que vous personnellement, du coup, ça finit par vous épuiser au final le métier. On tire en survie, pour l'instant, ça va. Mais bon, dire que c'est génial, il faut tous être dessinateurs. Non, il faut le faire si vraiment vous avez la niaque pour supporter tout ça, pour avoir quelquefois des petits succès par-ci par-là où tu es content, mais et souvent de déceptions, de perte de temps, de trucs épuisants qui mènent à rien, ça arrive souvent aussi. Et puis si jamais il y a des gens qui s'intéressent et qui se disent tiens, j'ai quand même envie d'essayer, c'est aussi un métier qu'il faut aimer travailler sous pression. Ouais. Donc là je parle pas de la pression du public, je parle de la pression du temps. Parce qu'en fait, dessinateur de presse, c'est très simple. Il y a un média pour lequel vous travaillez, ce média-là, il boucle à un jour précis, à une heure précise. Surtout s'il sort en papier. S'il sort en papier, ça veut dire qu'il faut que ça aille à l'imprimerie. Il faut que l'imprimerie tourne à l'heure, parce que si vous loupez votre créneau, vous serez imprimé plus tard. Et après, le mec qui vous livre, il sera plus là, donc vous ne serez pas livré. Donc, à partir du moment où vous êtes sur de la presse papier, vous commencez à réfléchir à vos idées, et au fond de votre tête, vous entendez tic-tac, 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 tic. Et ça, il faut accepter ça. Oui. Si vous aimez pas, si vous supportez pas ce concept, déjà, il ne faut pas faire de dessin de presse, ou alors travailler pour des mensuels où vous avez plus de temps, et encore, vous n'aurez pas les sujets un mois à l'avance, mais vous avez un peu plus de temps pour vous travailler. Mais dès que vous êtes sur de la presse hebdo ou quotidienne, l'horloge tourne, et ça peut être aussi, ça peut être kiffant, ça peut être de l'adrénaline, mais il faut aimer ce genre de truc. Ah, t'as bien fait de le souligner, c'est vrai que nous, c'est tellement évident moi, je pensais pas en parler, mais t'as raison. C'est pas avoir peur d'être un peu poussé. Ouais. T'as pas le choix, surtout. C'est pas que en même temps, quand on est un grand procrastinateur, ce qui est mon cas, c'est très pratique parce que là, c'est le journal qui me dit si c'est pas livré à cette heure-là, ce jour-là. Là. Et donc, en fait, on est au pied du mur tout le temps. Et moi, c'est un peu ce que j'avais tendance à faire de toute façon. Donc, ça tombe bien, quoi, finalement.
Et une dernière question qui est un peu plus globale pour le CEJ, ce serait savoir si vous seriez d'accord pour nous faire un petit dessin, un petit message ou un croquis, et je me suis trompé, j'ai dit ça, j'ai passé RJ, à nous laisser, à nous. On a ramené des petits calepins, un petit message, un dessin, ce qui vous passe par la tête à notre prochaine territoriale et plénière pour montrer un peu ce qu'on fait aux autres groupes. Ok. Oui, Ah oui, là je suis bête, il y a une trousse. trousse. Allez, tiens, le mien, je vais le faire en. Alors, est-ce que la couleur que je choisis donne une indication sur mon choix politique? Je vais prendre rose. Si c'est du rouge, oui. Moi, je dessine en noir, moi ça veut rien dire. Hein. Alors, j'ai pris Parme, on va voir ce que ça dit. Oui, en tout cas, merci donc à CAC et à Tim pour leurs réponses. Et puis merci aux jeunes du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine d'être venus et de s'être intéressés au sujet. Je trouve que c'est hyper impressionnant à voir la facilité que vous avez à dessiner. On met pour le Conseil régional des jeunes, c'est bien ça? Vous pouvez, ça serait Voilà. super. En plus, ça sera la première page, donc vraiment. Et également, si on peut avoir une signature ou votre prénom, nom, qu'on puisse retrouver à qui appartient quoi. Oui. C'est vrai que dans l'idéal, c'est souvent signé.